Ah, pas de stress, pas de stress. Bon matin, Carl. Hey, bon matin, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment désolé. J'ai eu des problèmes avec mon Google Chrome ce matin là et j'avais pas accès ni à mon micro ni à ma caméra avec la plateforme Demio. Fait que je suis sincèrement désolé. J'espère que vous avez été patient et que vous êtes toujours là en ligne avec nous. Moi et Marie-France sommes là pour vous donner le troisième webinaire d'une série de 4 ce matin. Alors, faites-nous signe dans le chat si vous nous entendez et nous voyez, s'il vous plaît. Bien, merci. OK, Bon pour good. tout. Tout est beau. Ah, OK, on nous entend. Excellent. Est-ce que le son est assez fort et suffisamment fort? Oui, c'est bon. Moi, je t'entends très bien, Carl. Ça va, ça OK. me semble aller. Excellent. La luminosité peut-être n'est pas à point, là, mais c'est pas grave. De toute façon, on va éteindre nos caméras comme on le fait habituellement pour qu'on puisse focuser davantage sur le contenu du webinaire. Troisième webinaire dont le thème est apprivoiser le stress. Donc, ceci étant dit, on va tout de suite vous poser une question. Marie, la première question pour déterminer qui est là avec nous ce matin, là, quelle appartenance ils ont. Est-ce que tu l'envoies? Oui, attends, je ne vois pas. Peut-être c'est mieux de ton côté, Carl, que OK, tu le je vais fasses. essayer de faire les Veux-tu? polls. OK, Je ne l'ai ouais. pas. Je vous envoie ça ici. Option 1. Oups. OK, ici. Quel est votre niveau? Non, c'est pas celui-là. Et voilà. Share now. Et Ah, voilà, OK, vous parfait. devriez voir ça apparaître. Oui, on les voit. Fait Merci. que répondez, s'il vous plaît, là, dans le poll, dans le sondage, c'est-à-dire en français. Oui, OK. excellent. Fait que moi à partir de maintenant, je vais éteindre ma caméra puis pour la Oui, moi rallumer aussi. un peu plus tard. Voilà. Alors, avant de commencer, comme toujours, on se doit de faire la lecture là, de ces formalités administratives exigées par Ottawa et les services de santé. Donc, la présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Certains des sujets abordés dans ce séminaire en ligne peuvent être de nature sensible et ne sont pas appropriés pour les enfants. Je ne crois pas que ce soit nécessairement le cas aujourd'hui, mais tout de même, on demande votre discrétion à ce niveau. Si vous avez à transmettre des leçons de gestion du stress à vos enfants, mais évidemment qu'il y a des outils, il y a des mécanismes pour y parvenir de façon assez simple et vulgarisée. Là, c'est bon que les enfants apprennent en bas âge à gérer leur stress, puisque c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Là, et eux-mêmes font face à beaucoup de stress avec la crise du COVID. Veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants pendant ce webinaire en ligne, que ce soit devant la caméra ou dans le chat, ne doit pas être discuté en dehors du webinaire. Fait qu'on vous demande là, votre discrétion et confidentialité si jamais les gens partagent des trucs un peu personnels. Ce webinaire en ligne est enregistré et pourra être visionné ultérieurement sur cafconnexion.ca. Bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez tout simplement suivre la présentation sans utiliser le chat et la discussion ou les fonctions vidéo et microphone si vous le préférez. Alors, ceci étant dit, poursuivons. Alors, le but de ce webinaire, apprivoiser le stress. Donc, pendant ce webinaire, vous allez comprendre l'importance de s'adapter au stress. Je pense que vous l'avez déjà fondamentalement compris, puisqu'on en a parlé dans le webinaire 1 et 2. On était tous exposés au stress, chacun d'entre nous, tout être humain sur la planète vit du stress. Alors, ce qui nous distingue, ce qui nous différencie, c'est nos mécanismes d'adaptation, c'est nos stratégies d'adaptation, c'est le fait qu'on possède beaucoup d'outils dans notre coffre pour gérer le stress ou peu d'outils. Alors, votre capacité à mettre en pratique certaines des techniques que moi et Marie-France, on vous suggère, va vous permettre justement de mieux contrôler les différentes situations de stress que vous vivez là, au quotidien, tant dans la sphère personnelle, familiale, sociale que professionnelle. Alors, on se rappelle qu'on avait dit
qu'il y avait, avec la courbe de Yerkes et Dobson, une relation entre le stress et la performance. Hein? Vous vous rappelez peut-être ceux qui ont assisté au premier webinaire, qu'il y avait une relation en U entre le niveau de stress et notre capacité ou notre performance physique ou mentale à faire face à la situation. On sait également que si on n'a pas ce stress-là dans notre vie, mais on se sent un peu léthargique, hein, pas suffisamment de stress, fait en quelque sorte qu'on a de la difficulté à se mettre en action, on a beaucoup de difficultés au niveau de notre motivation, de la difficulté à se mettre en marche. Là. On a besoin de stress, ça nous nourrit, ça nous motive, ça nous entraîne vers l'avant, ça nous permet d'être meilleurs, d'être plus aptes de se réaliser, de s'épanouir. Par contre, on a vu avec Marie-France que trop de stress pouvait avoir des effets très, très nuisibles, délétères sur notre santé, tant sur le plan de la santé physique que de la santé psychologique. Beaucoup de maladies sont reliées justement au stress chronique, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc, le stress n'est pas notre ennemi. Le stress, à la base, c'est quelque chose de bénéfique. Hein? On l'a vu avec, quand je vous expliquais là, la réaction au stress face à un danger. Par exemple, on prenait l'exemple des mammouths pour les hommes de la préhistoire, mais on prenait aussi l'exemple du grizzly ou de l'ours qui nous attaque lorsqu'on fait du camping en forêt. Alors, évidemment, en quelques millisecondes, hein, on a une réaction instantanée, une décharge d'adrénaline, de cortisol, beaucoup de libération de glucose à travers notre cerveau, nos muscles pour se préparer à l'action et se protéger là, de cette menace. Mais le problème, c'est que bien souvent, les gens perçoivent toute situation de stress comme étant menaçante. Là. Si on ressent toujours des situations stressantes comme étant des menaces et des dangers, c'est là que ça devient problématique. Là. Alors, on a toujours des taux, des concentrations très élevées de cortisol sanguin, et ça, c'est très, très nuisible pour notre santé globale. Alors ici, juste rapidement, quelques chiffres, quelques données. Ce qu'on voit ici, en réalité, c'est le résultat d'un sondage qui a été exécuté là, sur à peu près 2000 travailleurs en Amérique du Nord et qui démontre à quoi correspond la source de stress. Là. Donc, on sait qu'une grande proportion de travailleurs canadiens, entre autres, là, vus sur cette diapo, vont ressentir un niveau de stress élevé ou extrême. Alors, si on relativise l'échelle du stress, il y a beaucoup de gens qui vont ressentir un niveau moyen ou un niveau élevé de stress, mais il y a des gens qui vont ressentir un niveau très élevé ou extrême de stress, là, 27% en proportion. Puis lorsqu'on regarde à quel niveau se situe le stresseur, mais dans bien des cas, c'est le travail qui est la source du stress. Là. Puis on va voir sur la prochaine diapo, justement, qu'est-ce qui, chez ces personnes, est la source de stress dans leur milieu, dans leur environnement de travail. On voit que, évidemment, l'argent, les finances, c'est un élément de stress pour certains d'entre nous, parce que malheureusement, dans certains cas, les gens vivent au-dessus de leurs moyens, ont tendance à s'endetter, à surconsommer. Alors peut-être que ce qui se passe actuellement, la crise, la pandémie, nous a permis d'avoir le temps de faire une introspection pour véritablement questionner nos besoins matériels. Là. À savoir que bien souvent, on achète des trucs, des bébelles dont on n'a pas besoin, puis c'est de cette façon-là qu'on va surcharger nos cartes de crédit et qu'on va s'endetter. Le manque de temps, c'est quelque chose d'assez critique pour beaucoup d'entre nous parce que justement, on a de multiples responsabilités là, sur le plan professionnel, personnel, familial. Il faut composer avec plein de trucs, il faut jongler avec plusieurs quilles à la fois. Donc, on vous donnera quelques pistes de solutions au niveau de la gestion du temps là, un peu plus tard. Au niveau familial, évidemment, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des tensions. Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est discuter, favoriser le dialogue, l'échange. Et dans certains cas, évidemment, ne pas hésiter à consulter un travailleur social ou autres ressources d'aide. Et il peut y avoir aussi, dans une certaine proportion, des problèmes personnels qui sont à l'origine de ce stress-là. Alors, ce qu'on voit ici sur cette diapo, c'est justement les sources de stress dans l'environnement ou dans le milieu de travail.
Fait que dans certains cas, on parle d'une charge de travail qui est excessive, qui est exagérée. Donc, ça peut être une surcharge quantitative, à savoir qu'il y a trop de choses à faire par rapport au temps dont je dispose, aux ressources dont je dispose. Ça peut être une surcharge qualitative, à savoir que ce qu'on me demande d'exécuter est d'une grande complexité et je manque d'outils pour parvenir à l'objectif ou au résultat. Donc, ce qu'il faut faire à ce niveau-là pour équilibrer cette charge de travail, mais c'est peut-être favoriser le dialogue avec le gestionnaire, les superviseurs, les collègues, distribuer de façon plus équitable la charge de travail à tous et chacun. Ça peut certainement faire une différence à ce niveau. Relations humaines, il y a des conflits, comme vous le savez, parfois dans le milieu de travail, à cause de tous ces types de personnalités avec lesquelles on se doit de composer. Parfois, on a des visions, des philosophies, des approches qui sont diamétralement opposées. Donc, ça peut créer des petites tensions. Fait que c'est important de cultiver notre intelligence émotionnelle, notre intelligence relationnelle, parce que ce sont des composantes ou des habiletés essentielles à l'harmonie des équipes et à l'efficacité des équipes. Pour en savoir plus à ce niveau-là, je vous recommande fortement de consulter les ouvrages du psychologue américain Daniel Goleman, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'intelligence émotionnelle au travail. C'est vraiment très, très intéressant. C'est des bouquins qu'on a dans nos collections en promo santé. Si vous visitez nos bureaux, on peut vous prêter ces ressources-là. C'est fort intéressant. Alors, évidemment, lors de conflits au ministère de la Défense nationale, dans les FAC, on a aussi des entités ou des organisations qui nous permettent d'améliorer la gestion des conflits. On a entre autres le Centre de résolution de conflits, qui est une de ces entités qui peut nous permettre d'améliorer le contexte dans les équipes de travail. On a parmi les autres stresseurs en milieu de travail, l'absence de sécurité d'emploi. C'est sûr que tout ça, c'est anxiogène. Ne pas savoir si notre contrat sera renouvelé, entre autres. L'équilibre entre la vie personnelle et le travail. C'est évident que s'il existe un déséquilibre à ce niveau-là, qu'on va se retrouver vraiment submergé par toutes sortes de problèmes. On aura des problèmes conjugaux, des problèmes familiaux, fort probablement, si on n'est jamais à la maison, si on n'est pas capable de s'occuper des tâches qu'on se doit de distribuer entre nous, si on n'a pas de temps pour les loisirs et tout, ça cause des problématiques, ça va de soi. Alors, Stressometer, votre niveau de stress. Si on s'imagine qu'on est dans une salle de classe et qu'on est un grand nombre de personnes, si je vous demande comme ça de me dire si depuis le début de la crise, depuis le début de la pandémie, est-ce que vous vous êtes senti plus anxieux, plus débordé, plus vulnérable peut-être, plus impuissant et plus tourmenté? Je suis convaincu qu'il y aurait une grande proportion de mains qui se lèveraient parce qu'effectivement, on a subi un stress qui est assez important depuis le début de cette crise qu'on n'avait pas nécessairement anticipé ou vu venir. C'est quelque chose. On pourrait demander, Carl, aux gens dans quelle couleur ils se situent, là. Oui, absolument, oui. Actuellement, après le 3 mois, rouge étant un petit peu... vous êtes toujours dans l'oranger, le rouge, ou est-ce que vous vous êtes adapté à la situation? Vous pouvez utiliser le chat pour le mentionner. Oui. C'est sûr que c'était surtout au début qu'on a été vraiment déboussolé, pris au dépourvu par tout ça. On sait avec le temps adapté, mais il reste que tout ça n'est pas terminé, évidemment. Absolument. Très bien. Alors, au niveau des stresseurs externes, comme on l'a vu lors de ma présentation aussi, on sait qu'on a très peu de contrôle. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de tenter de maîtriser les choses. On va voir un outil tout à l'heure pour choisir la bonne attitude dans ce contexte-là où on ne contrôle pas les événements, les situations. On subit certaines choses parfois qui ne sont pas souhaitées ou souhaitables. Et on se doit justement de choisir la bonne attitude, d'avoir la bonne philosophie face à ces stresseurs externes. On a vu également des exemples de stresseurs internes.
lors de ma présentation. On a fait allusion, entre autres, au fameux hamster là, qui fait tourner sa roue dans notre tête, là, qui nous met toujours dans un mode de réflexion, de jugement, puis d'analyse constante. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, tel et tel problème, comment je vais parvenir à trouver la solution. Ce hamster-là est très, très difficile parfois à arrêter. Il y a même Manon, si je me souviens bien, lors du premier atelier, qui disait qu'elle avait une famille de hamsters dans sa tête. Ça m'a bien fait rire. Donc, à ce niveau, j'aimerais peut-être vous partager une ressource. C'est une conférence que vous pourrez observer en ligne ou un petit livre fort intéressant là, que j'ai lu il y a quelques semaines, là, qui se lit en un après-midi, écrit par le docteur Serge Marquis, qui s'appelle « Pansouillard le hamster », petit traité de la décroissance personnelle, écrit par le docteur Serge Marquis. Vraiment très, très intéressant. Alors, vous pourrez observer une de ces conférences qu'il a fait dans le cadre des Belles soirées de l'Université de Montréal il y a quelques années, là, avec de l'humour, puis avec beaucoup de bon sens. Là. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Là. Je vous invite à prendre connaissance de ça. Ça pourra vous donner des pistes justement de réflexion et d'action pour tenter de désamorcer un peu ce hamster-là, la course folle du hamster dans votre tête. Alors, si je vous pose cette question maintenant, est-ce que le stress dans les forces armées est différent de celui qui est vécu dans les autres types d'emplois? Peut-être utiliser le chat là, pour me dire ce que vous pensez de cet énoncé. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a des stresseurs spécifiques aux militaires, aux gens qui travaillent pour les Forces armées canadiennes ou MDN qui ne sont pas nécessairement rencontrés dans d'autres milieux de travail? Il y avait une opinion là-dessus? Est-ce qu'ils sont les mêmes ou ils sont différents? Donc, Sophie nous dit qu'en garnison, semblable, mais en déploiement, le stress est plus élevé. Absolument. Absolument. En déploiement, d'autant plus que parfois, les absences en déploiement sont vraiment très, très longues. Hein? Ça peut être 6 mois, ça peut être 9 mois. Ça dépend des situations, évidemment. On en verra quelques-uns, des stresseurs là, qui sont spécifiques aux métiers, aux professions là, exercées par nos militaires et nos membres du personnel civil. On voit ici des stresseurs spécifiques, justement dans le contexte militaire. On parle de la mobilité. Hein? Combien de fois vous allez déménager dans votre carrière? Il y a des gens que j'ai rencontrés au fil des années qui m'ont dit avoir déménagé 4 à 5 fois et même davantage, être parti en théâtre opérationnel à plusieurs reprises, avoir un temps de décompression plutôt restreint avant de repartir à nouveau pour une mission, un exercice, un entraînement. Fait qu'évidemment, tout ça entraîne des changements, tout ça entraîne des pertes significatives lorsqu'on se trouve déraciné régulièrement. Même si ces changements-là, dans certains cas, sont souhaités ou anticipés, il reste que ce sont des stress qui induisent des pertes significatives là, pour les familles qui vivent de telles choses. Là. Donc, il y a aussi la perte du réseau de soutien pour la famille. Hein. Non seulement on perd le réseau de soutien immédiat pour la famille, mais on perd aussi parfois là, le lien avec notre médecin de famille, le lien avec les éducateurs, les professeurs. Il faut remettre nos enfants dans d'autres types d'écoles. Ça fait beaucoup de choses avec lesquelles on se doit de jongler. Là. Il peut y avoir aussi, si la conjointe ou le conjoint subit là où le militaire perte d'emploi, hein, ou cette espèce de nouvelle réalité, là, qu'on se retrouve aussi dans une culture qui peut être différente, les francophones qui vont travailler dans des milieux anglophones et vice-versa, les anglophones qui viennent travailler au Québec en milieu francophone. Alors, ça fait beaucoup d'adaptation. Hein. Évidemment, vous êtes entraînés, les militaires sont entraînés à vivre de telles situations. Ils sont résilients, il y a beaucoup de ressources à leur disposition pour vivre cette transition-là plus efficacement, mais il n'en demeure pas moins que ça fait beaucoup. C'est énormément de choses qui peuvent être
challengeante. Hein? C'est un challenge de se réadapter à chacune de ces nouvelles réalités. Séparation familiale, mais parfois, comme je disais tout à l'heure, un déploiement, une mission, ça peut être très, très long. Hein? Ça peut être 6 mois dans certains cas. Alors, ça peut être répété. Le tempo opérationnel, comme je le disais, peut s'avérer là, important. Donc, ça peut parfois créer des tensions dans le couple, dans la famille. Il se peut aussi que certains militaires reviennent de ces missions-là un peu changés. Hein? Ils ont subi des incidents, ils ont vécu des événements difficiles, ils ont été sur un stress constant pendant des mois, sur l'adrénaline pendant des mois. Là, ils reviennent à une vie conventionnelle, une vie dans notre société qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont vécu en mission, s'ils sont allés en Afghanistan ou peu importe, en Irak ou ailleurs sur le globe terrestre. La réalité ici est fortement différente de ce qu'on voit là en mission ou en théâtre opérationnel. Alors, certains militaires vont revenir lésés hein, sur le plan psychologique ou transformés. Certains d'entre eux vont même développer des traumatismes. C'est quelque chose également qui peut engendrer beaucoup de stress au sein du couple et de la famille. Mais évidemment, pour ça, on a des systèmes de détection, des systèmes qui vont nous permettre de prendre en charge ces militaires-là qui seraient davantage à risque et de les aider à se réadapter à la vie courante. Équilibre, travail, famille, vie personnelle, évidemment, tout ça, c'est un défi, je pense, dans tout type d'environnement de travail, toute entreprise. Ça reste un défi constant. Je crois qu'on a de la chance, on est favorisé au niveau du ministère de la Défense nationale et des FAC parce qu'il y a des choses qui sont considérées à ce niveau. Il y a des horaires de travail souples. Il y a une considération là, pour l'importance de cette sphère-là là, dans nos vies. La culture militaire, évidemment, le sacrifice de soi, l'abnégation, c'est la mission avant la personne, avant nous-mêmes, avant même notre famille dans certains cas. Fait que ça, c'est évidemment très, très particulier là, à l'environnement militaire, puis à la profession militaire. Il y a le fait aussi que certains militaires, lorsqu'ils commencent à avoir des signes de fatigue ou des difficultés sur le plan émotionnel et psychologique, mais c'est parfois mal perçu. Hein? Il y a cette espèce de tabou à savoir que si je dis que j'y arrive plus à remplir les tâches parce que je suis malade, c'est parfois mal accepté de l'entourage. C'est l'individu lui-même qui se dévalorise et qui refuse de faire les pas nécessaires vers le reconditionnement ou vers la récupération là, par rapport à ces problèmes de santé. C'est important de reconnaître que personne n'est invulnérable et que le stress, la maladie, ça peut à un moment donné nous submerger. On se doit de consulter. Hein? Il faut passer par-dessus les préjugés qu'on a et aller chercher l'aide requise. Là, c'est trop urgent là, pour ne pas agir. Donc, c'est essentiel. Or, des outils pour nous permettre justement d'équilibrer les choses et nous permettre d'agir adéquatement. Alors, je vais vous présenter premièrement ce qu'on appelle la grille du pouvoir personnel ou le tableau du pouvoir personnel. Alors, j'aime bien ce que ça démontre ici. Là. C'est très simple. Hein? On a d'un côté les choses qu'on arrive à contrôler, donc les stresseurs qu'on contrôle, et de l'autre côté, les stresseurs qu'on n'arrive pas à contrôler. Puis, on a les attitudes personnelles qu'on choisit d'avoir dans chacun de ces contextes. Fait que lorsqu'on contrôle, lorsqu'on a des stresseurs qui sont contrôlables, ben, ce qu'il faut choisir comme attitude, c'est d'agir en maîtrisant ce qu'on arrive à contrôler. C'est de prendre en charge, de vraiment prendre en main ce sur quoi j'exerce de l'emprise et du contrôle et d'adhérer à ce genre de philosophie, de vision là, pour me sortir justement de cette situation stressante que je vis dans le moment. Il faut éviter de s'acharner à contrôler les choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Hein. Ça, c'est le prochain élément dans la grille. Là. Persister
ou s'acharner alors qu'on ne contrôle pas dans l'environnement ou autour de nous ce qui s'est produit. C'est s'user, c'est se fatiguer, c'est devenir, c'est hypothéquer là, son énergie. Hein. C'est se drainer de son énergie. Là. Fait que ce qu'il faut faire dans ce contexte-là, c'est plutôt accepter ce qui vient de se produire, de se passer, une séparation, un divorce, des changements de conditions de travail, des stress financiers, accepter, lâcher prise par rapport à tout ça, puisque s'acharner va juste faire en sorte qu'on va se fatiguer et devenir éventuellement malade. Alors, ne pas abandonner non plus, hein, lorsqu'on sait qu'on peut faire quelque chose pour que les choses se redressent ou aillent mieux. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas rester les bras croisés, il faut tenter de faire un maximum, déployer un maximum d'efforts et de moyens pour maîtriser ce qu'on doit maîtriser dans un contexte où on a justement le contrôle sur la situation. Alors, vous connaissez certainement cette belle formule de la sérénité. Alors, j'aimerais avoir la sérénité nécessaire pour accepter ce que je ne peux pas changer. Hein, c'est important de faire la nuance. Là. Il y a des trucs que certainement on peut changer, notre mode de vie, notre approche, nos moyens mis en place pour qu'on maîtrise davantage le stress. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut certainement accepter. C'est une démarche qu'on se doit d'accepter. Là. On peut avoir aussi le courage de changer ce qu'on peut et la sagesse justement de connaître la différence entre ce que je ne peux pas changer et ce que je peux changer. J'aime bien cette formule là, qui s'applique à bien des contextes, à bien des situations. Là. Je sais que c'est une formule utilisée par les alcooliques anonymes, là, mais qu'on peut certainement utiliser dans différents contextes. C'est une belle philosophie là, à mettre de l'avant dans notre vie quotidienne. Je vous ai parlé aussi lors de ma première présentation de Nicole Bordello, hein, qui était une sommité là, dans la gestion du stress et dans la méditation. Alors, j'aime bien son affirmation ici qui nous dit que lâcher prise n'est pas un signe d'abandon, au contraire, mais une prise de recul pour laisser une situation mieux respirer. Et lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est au contraire prendre un pas de recul, remettre les choses en perspective, en faire une analyse approfondie, puis s'apercevoir que globalement, ce qu'on vit, ce n'est pas la fin des temps, ce n'est pas la fin du monde. On peut certainement être perturbé par tout ce qui nous arrive, mais si on panique, si on commence à augmenter notre détresse par rapport à ce qu'on subit, mais les choses ne vont pas nécessairement s'améliorer. Faire un pas de recul, prendre une bonne respiration, faire une auto-analyse, une bonne introspection pour pouvoir aller de l'avant et pour rester dans l'action adéquate, l'action positive. Fait que je ne sais pas si vous avez expérimenté quelques-unes des méditations que je vous suggérais lors du premier webinaire. Il y en avait plusieurs exemples sur son site Internet. Là. C'est quelque chose à faire dans votre été. Là. J'espère que vous trouverez un peu de temps pour pratiquer quelques minutes de méditation là, par jour là, pour vous détendre, vous relaxer et pour faire taire la petite voix que vous entendez parfois là, dans votre tête ou ce petit hamster auquel on fait référence depuis le début du stress à ce combat. Pourquoi hésitons-nous à dire non? Hein, le fait qu'on est incapable de dire non aussi là, augmente notre charge de stress, hein, notre tolérance au stress, notre résistance au stress est fortement compromise par le fait qu'on accepte toute sollicitation qui nous est faite. Là. Alors, pourquoi certaines personnes ont-elles la difficulté à dire non? Mais pour un ensemble de choses, là, parce que les gens veulent pas créer de chicane, ils veulent pas créer de conflit ou de confrontation. Parfois, c'est le manque de confiance en nous-mêmes, le manque d'estime pour nous-mêmes qui fait qu'on va tenter d'accommoder toute personne qui nous demande un service ou toute personne qui nous demande d'exécuter une tâche ou de faire quelque chose pour lui ou pour elle. On a cette volonté aussi de vouloir plaire à un maximum de gens, fait que c'est un peu dans la culture. Hein? On dit oui alors que
concrètement dans la réalité. Hein, on n'a pas le temps, d'accepter ce devoir supplémentaire, mais pour ne pas déplaire, on va dire oui quand même. Une espèce de oui, là, en quelque sorte, là, mais oui, c'est non. Hein, on devrait plutôt là, tenter de s'affirmer puis donner justement les justifications qui fait qu'on n'a pas le temps d'obtempérer ou on n'a pas le temps d'aider la personne à régler son problème ou à exécuter ce service qu'il nous demande. Alors, vouloir être celui ou celle qui résout les problèmes aussi, pour certaines personnes, hein, c'est un peu ça, là, à savoir que je suis celui auquel on fait appel pour régler toute situation. Donc, ça c'est un couteau à double tranchant. Hein. Oui, parfois, c'est bon d'être cette belle ressource-là, mais il ne faut pas pour autant négliger nos propres besoins, nos propres demandes. Alors, apprendre à dire non, c'est en quelque sorte l'équivalent de gérer nos limites personnelles. Là. On a tous des limites, on a tous un seuil de limites là, particulier, personnel. Alors, si les gens nous demandent autant de leur accorder du temps, c'est parce qu'eux-mêmes n'en ont pas suffisamment. Là. Fait que si on accorde trop de temps à tous ces gens qui nous sollicitent, mais il nous en manquera pour nous, là, pour notre mode de vie, nos habitudes de vie, pour nos loisirs, nos sources de satisfaction. C'est ce temps-là qu'on compromet là, si on est toujours au service de l'autre. C'est beau l'altruisme, hein, mais il ne faut pas non plus se mettre en péril. Là. Sinon, ça devient drainant, ça devient même toxique. Là. Alors, comme je le disais tantôt, un oui, c'est un non. Là. Dire oui quand on veut dire non, c'est égal aussi. Là. Ça signifie là, qu'on augmente notre tension interne, notre niveau de stress. Alors, évidemment, c'est pas facile de dire non, mais je pense qu'il faut être diplomate, il faut le faire avec tact, avec délicatesse, avec sensibilité. Si on pense qu'on n'a pas l'énergie hein, de réaliser un projet, pourquoi se lancer dans le projet en question? Si on pense qu'on manque de temps concrètement pour se dévouer à l'exécution d'une tâche qui nous est demandée, pourquoi se compromettre autant? Alors, il faut être à l'écoute de notre énergie, de notre capital d'énergie. Puis, comme on le disait tout à l'heure, respecter nos propres engagements, nos propres besoins avant de commencer à vouloir combler les besoins des autres. Il faut d'abord combler nos propres besoins. Hein. Ça, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est juste de la lucidité. Là. Si on a, dans la pyramide de Maslow, là, comme on a déjà fait allusion à ça, j'ai déjà fait allusion à ça, on a tous des besoins fondamentaux qu'on se doit de combler. Là. S'il y a des carences à différents niveaux de cette pyramide, il va y avoir des difficultés, des dysfonctions, des difficultés d'être pour la personne qui ne les comble pas, ses besoins. Fait que c'est beau rendre service, là, mais il faut chercher l'équilibre dans tout ça, là, pour pas que justement les gens abusent de notre bonté parfois, là. Gérer son temps plus efficacement, ça, c'est aussi quelque chose d'assez critique en termes de gestion du stress. Bien souvent, on s'aperçoit qu'on est débordé parce qu'on est un peu désorganisé dans notre gestion du temps. C'est quelque chose qu'on se doit d'apprendre à faire. Là. Il y a même des cours, des développements professionnels qui nous aident à améliorer notre gestion du temps, notre rapport au temps, qui sont donnés entre autres par le Centre d'apprentissage et de carrière dans nos différentes garnisons, mais qui sont donnés aussi dans différentes firmes ou organisations. Là. C'est bon de peut-être suivre un cours de gestion du temps si on a des difficultés à ce niveau-là, si on est constamment débordé par les choses. Fait que des petits conseils, des petits trucs, stratégies bien simples à mettre en place. Hein. Prendre des notes, ça paraît simple, ça paraît facile, mais c'est efficace comme moyen. Là. On prend des notes, on fait des listes de vérification, on met son crochet sur la tâche ou la chose en question lorsqu'elle est exécutée. Puis parfois, c'est de relativiser. Hein, cette liste-là, on a tendance parfois à se faire des listes qui n'en finissent plus de choses à faire, de choses à réaliser, à accomplir. C'est de peut-être prioriser ces listes-là, là, comme on le voit en troisième lieu, des plans, des priorités, ce qui est urgent, ce qui est prioritaire, on doit le régler, évidemment. Il y a des choses qui peuvent certainement attendre.
au lendemain sans avoir à procrastiner, comme on le verra un peu plus tard, là. Il y a des choses qu'on se doit de prioriser par rapport à d'autres, là. Entre autres, notre bien-être, notre santé, ça devrait toujours être prioritaire là, par rapport à tout le reste. Et le bien-être de nos proches, de notre famille, de notre entourage, évidemment. Méthode de calendrier, méthode de carnet de rendez-vous, agenda, ce sont des choses là, très, très simples à mettre en pratique et qui nous permettent justement d'être moins débordés, de mieux planifier notre quotidien, nos actions, nos multiples tâches et travaux. Plan, priorité, comme je disais tout à l'heure, rôle et objectifs également. On peut définir des objectifs par rapport à des projets plus complexes, plus à long terme. On peut également là, déléguer, dans certains cas, là, nos multiples projets, là, ne pas être seul à tout gérer. Là. Parce qu'il y a 24 heures dans une journée, évidemment. Fait que si on est entouré, si on a des gens qui mettent la main à la pâte avec nous, mais on a plus de chances d'arriver au résultat. Là. Carl, si tu permets, oui, oui, pour les listes quand on fait des listes, je donne souvent cette information-là. Essayez de pas mettre trop de choses sur votre liste. Normalement, on devrait avoir pas plus que 5 choses à faire sur notre liste. Ce qui fait que si on réussit dans la journée à juste faire les trois premiers items ou les 4 premiers items sur notre liste, ben imaginez que lorsque vous avez fait une liste avec 5 choses à faire, que vous en avez fait 4, vous allez en ressortir à la fin de la journée comme avoir accompli quelque chose. Donc, il va y avoir une satisfaction. Si votre liste... Ben oui, c'est valorisant. C'est valorisant. Alors, si votre liste en contient 10 à 15, 20 items, puis vous avez réussi à en faire 4, ben à ce moment-là, ça nous... On a un sentiment d'échec. Absolument, puis ça augmente le stress parce qu'on se dit, hey boy, j'ai pas été capable de faire tout ce que je voulais faire dans ma journée. Donc, oui, effectivement. c'est important, les listes. On se dit, il me reste tout ça à faire, fait qu'on on dort, puis on n'a pas la conscience tranquille. Exactement. On va continuer à jongler là, dans notre lit avec tout ce qu'on a échappé ou tout ce qu'on n'a pas réussi à faire. Là. Absolument. Donc, effectivement, comme je le disais, là, préalablement, ne pas relativiser hein, ces listes-là, ne pas trop les charger pour éviter justement tout débordement et tout sentiment d'échec lié à tout ça. Là. Merci Marie-France. Alors, quelques obstacles qui vont parfois là, entraver notre quête de bien-être ou notre route. Hein. Il y a des obstacles qui sont parfois difficiles à surmonter, mais il faut se rappeler hein, qu'on a tous dans notre vie vécu des difficultés importantes, qu'on a tous été confrontés à des défis importants et qu'on a réussi à trouver un chemin alternatif. Là. Même si ce chemin-là est bloqué ou semble bloqué, ça ne veut pas dire que le passage est complètement là, impossible. Hein? Il s'agit de détourner l'obstacle, de l'approcher différemment pour le contourner. On va voir quelques-uns des obstacles justement qui nuisent justement à notre quête de bien-être ou à notre quête de sérénité ou à notre capacité à mieux gérer les choses en termes de stress. La procrastination, hein, c'est un mot là, qui n'est pas très joli, mais qui a beaucoup de sens dans notre quotidien, là, à savoir que procrastiner, c'est remettre à demain. Là. Comme le dit la petite affirmation ici, j'arrête de procrastiner, je commencerai demain. Alors, pourquoi les gens ont-ils tendance à procrastiner? Hein? Si j'ai des choses assez vitales à changer, des comportements, des habitudes de vie, des façons d'être que j'aimerais peut-être modifier, des changements auxquels j'aspire, mais je suis un peu désorganisé. J'ai pas détaillé un plan d'action pour entraîner ce changement-là. Donc, je ne sais pas par où commencer. Alors, si par exemple, quelqu'un se dit « Ah, j'aimerais bien perdre du poids », mais que la personne n'est pas abonnée à un gym, que la personne n'a jamais consulté une diététiste, que la personne mange d'une façon inconsciente, n'est pas à l'écoute de ses signaux de satiété, que la personne vit dans des conditions qui
un peu là, entrave sa quête de succès à ce niveau, on se doit de préparer un tel changement. Là. On se doit de planifier notre action. Il ne faut pas simplement contempler l'idée de changer. Il faut se mettre en action. Il faut se faire accompagner dans notre démarche aussi, là, par des coachs, par des professionnels en promo santé, entre autres. Là. On est des grands partisans des habitudes de vie saine. Alors, on est là pour vous coacher. Hein, si vous souhaitez avoir une meilleure alimentation, si vous souhaitez avoir un meilleur sommeil, si vous souhaitez gérer votre stress plus efficacement. Non seulement on peut faire des trucs comme ça, des webinaires en ligne, mais on peut aussi faire des consultations individuelles, vous accompagner dans vos démarches et vous permettre d'atteindre les changements auxquels vous aspirez. Alors, il y a des gens qui vont se dire, c'est désagréable le changement, c'est inconfortable. Alors, pourquoi pas me contenter de ce que je suis actuellement. Hein? C'est des gens qui ne veulent pas nécessairement s'améliorer ou qui ne veulent pas progresser ou évoluer. Ont parfois ce sentiment de défaite ou d'échec par rapport au changement. Alors qu'on a tous cette capacité là, de changer et d'évoluer dans la vie. Hein? La peur. J'ai déjà tenté de perdre du poids, là, si je reviens à mon exemple. Je n'ai pas réussi. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les tentatives sont des échecs. Là. Que vous de changer de plan, de changer d'approche dans certains cas, quand le changement est aussi. Par exemple, quelqu'un d'autre va le faire. Perdu la connexion, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, OK, parfait. Ouais. Momentanément, une seconde ou deux, j'ai perdu la connexion. Alors, pourquoi procrastiner? C'est sûr que des fois, remettre au lendemain, quand c'est pas critique, quand c'est pas vital ou prioritaire, ça peut aller. Mais quand il s'agit de changer notre mode de vie, quand il s'agit de changer ou de mettre en place des choses qui sont critiques pour notre devenir, pour notre avenir, pour notre qualité de vie, pour notre santé, pour notre bien-être, ça ne peut pas attendre au lendemain. Là. Donc, on se doit de prendre les choses en main et d'aller de l'avant. Aussi, un obstacle important au changement ou au bien-être, hein, c'est cette espèce de volonté qu'on a parfois à se surmener au travail, hein, le bourreau de travail, celui qui est accro au travail. Là. On parle même d'une dépendance hein, qui est malheureusement dans notre société acceptable et acceptée, là, à savoir que on fait la promotion beaucoup de la performance hein, dans notre milieu de travail. On fait l'apologie hein, de ces gens-là qui arrivent à atteindre des objectifs organisationnels importants, qui ont l'énergie du désespoir pour travailler sans arrêt et atteindre des résultats particuliers. Il y a des gens qui les considèrent avec respect, ces personnes-là, alors que ces gens-là, en réalité, prennent un risque. Hein, se lancer aveuglement dans le travail, ça fait en sorte qu'on compromet les autres sphères de notre vie, là, la sphère sociale, la sphère familiale, conjugale. Tout ça est compromis si on passe 20 heures par jour à notre bureau à régler des trucs ou si on revient à la maison en ayant des préoccupations liées aux responsabilités qu'on a au travail, à savoir qu'on traite des courriels, qu'on traite des urgences en permanence, les fins de semaine, les soirs. Mais elle est où la qualité de vie dans tout ça? Hein? Fait que ça va éventuellement aussi, même si on a une grande capacité à gérer les choses,
engendrer de l'anxiété, engendrer de la fatigue psychique, de la fatigue émotionnelle, de la fatigue physique aussi. Là. Donc, c'est pratiquement un chemin assuré vers le burn-out que d'avoir cette typologie de caractère. Là. Être un bourreau de travail, à un moment donné, il y aura un prix à payer pour ça. Alors, il faut équilibrer les choses à tout prix. Les gens qui sont perfectionnistes aussi vont avoir ce profil de risque au niveau gestion, capacité à gérer le stress. Alors, pourquoi les gens sont-ils perfectionnistes à ce point? Parfois, c'est pour véhiculer une image d'eux là, qui correspond justement à des normes sociales. Hein. On veut briller aux yeux de tous, on veut être constamment le meilleur possible, la meilleure possible. On veut se réaliser et être au regard de l'autre la personne qui réussit d'une façon bien spécifique là, à remplir ses engagements. On le fait pour faire plaisir aux autres, on le fait parce qu'on a peur de l'échec. Être parfait, en réalité, c'est impossible. Personne n'est parfait. C'est un leurre, c'est une illusion, cette espèce de tendance au perfectionnisme, parce que rien n'est parfait dans la vie. Là. Donc, tolérer l'imperfection, c'est même, en termes de gestion du stress, quelque chose de souhaitable. On se laisse une marge de manœuvre, on se laisse un peu de latitude pour l'imperfection, parce que autrement, on ne sera jamais satisfait de ce qu'on accomplit, de ce qu'on réalise. Ça ne sera jamais, selon nos standards, suffisamment solide, suffisamment élevé. Là. Donc, un profil de personnalité là, qui est à risque également là, pour l'épuisement professionnel, le burn-out ou la fatigue, là, la fatigue nerveuse. Comment trouver le bon équilibre dans tout ça? Alors, c'est pas évident de faire tenir en place toute cette belle série de roches ou de pierres, mais il y a certainement des moyens d'y parvenir, là, avec un peu de doigté, avec un peu de motivation, avec un peu de désir. On peut certainement tenter d'équilibrer ces différents aspects dans nos vies d'une façon un peu plus équitable. Hein. Souvent, les gens vont négliger leur sommeil. Mauvais sommeil entraîne un niveau de résistance au stress réduit. Hein. Il y a une corrélation directe entre déficit en sommeil et santé mentale, santé psychologique, santé émotionnelle. Notre réaction au stress est nettement plus vive lorsqu'on se réveille le matin et qu'on n'a pas suffisamment dormi. Fait que déjà là, on est plus irritable, on est plus enclin à surréagir lorsqu'on est exposé à un stresseur. Donc, à ne pas négliger, un équilibre entre le fait d'être réveillé et le fait de dormir, récupérer, régénérer nos cellules, notre mental, notre cerveau émotionnel. Hyper important le sommeil. Je donnerai un webinaire là-dessus le 7 juillet prochain, là, si vous êtes intéressé. Si je me souviens bien, c'est le 7 juillet prochain, là, un webinaire sur le sommeil. Ça va apparaître dans la programmation de Connexion Fac. Évidemment, un équilibre aussi au niveau activité et détente. Hein. C'est bon de faire des choses, d'exécuter, de performer, d'être dans l'action, mais c'est bon parfois aussi de faire moins de choses, de s'arrêter, de décanter, de respirer par le nez, de se détendre carrément là, et de laisser aller les choses. Hein, parce que si on est toujours dans l'action, mais oui, l'énergie, c'est beau. Si j'ai beaucoup d'énergie, je dois la canaliser, mais aussi il faut que mon système puisse récupérer de temps en temps. Un équilibre, comme on le disait précédemment, là, pour les bourreaux de travail, c'est là qu'il y a un déséquilibre entre leur horaire de travail et le temps qu'ils vont consacrer à leurs loisirs, à leurs intérêts, à leurs passions, à leurs plaisirs, par exemple. Donc, un équilibre à cultiver à ce niveau-là aussi. Un équilibre entre nos obligations. On a de multiples obligations professionnelles, familiales, conjugales, personnelles. Mais on se doit aussi d'avoir des sources de satisfaction également dans la vie. Là. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien? Vous devez mettre ça en place régulièrement dans votre quotidien, là, des sources
satisfaction, de bien-être, des choses qui font que instantanément, vous vous sentez mieux, là. Allez marcher, visualiser des situations, visualiser des belles images qui font en sorte que vous avez une détente et un sentiment de légèreté là, régulier. Tant pour les autres, tant pour vous-même. Alors, c'est beau d'être au service des autres, comme on le disait précédemment, mais il faut aussi vous consacrer du temps pour vous, là. Allez vous faire masser, prenez du temps pour vous-même. Vous le méritez, là. C'est pas être égoïste que de prendre du temps pour soi, là. C'est essentiel, c'est capital, c'est fondamental pour préserver nos énergies et notre bien-être. Un équilibre entre l'avoir et l'être. Hein. L'avoir, j'associe ça au matérialisme, à la surconsommation, là. Avoir telle et telle chose, est-ce que c'est absolument vital pour mon bien-être? Versus être un peu plus authentique, être un peu plus à l'écoute de mes véritables besoins, être un peu plus dans ce que je suis, là, ma vraie nature. Alors, il faut distinguer l'avoir de l'être, c'est important. Capacité versus limite. Nos capacités ne sont pas infaillibles, ne sont pas illimitées. On a tous un certain seuil de capacité là, qu'on peut atteindre, mais on a tous aussi des limites personnelles. Fait que c'est important de discerner à la fois le fait qu'on est capable d'accomplir des choses, mais aussi qu'on a, d'un autre côté, des limites qui ne nous permettent pas de tout réaliser, de tout combler, tout combler les demandes. Ce niveau-là, voilà, c'était pas mal les messages que je voulais vous véhiculer ce matin. Je propose qu'on puisse maintenant regarder les ressources d'aide à votre disposition, comme on le fait toujours en fin de webinaire. Programme d'aide aux membres des Forces armées canadiennes, un programme accessible pour le personnel civil, le personnel militaire et les familles du personnel militaire. Super programme, confidentiel, 24 heures sur 24, c'est disponible. Donc, vous rencontrez des professionnels en rendez-vous, en consultation, dans un délai très, très rapide, si vous contactez ce numéro. Évidemment, il y a des lignes de prévention du suicide, des centres de crise qui sont disponibles. Vous avez de l'information sur le COVID-19, la COVID-19, ligne d'information pour les familles. Il y a beaucoup de soutien potentiel à ce niveau-là aussi. Très, très intéressant comme ressource. Centre de réponse en cas d'inconduite sexuelle. Jeunesse, j'écoute, si on a des difficultés avec nos ados, nos enfants, où on se sent submergé là, par tout ce que ça implique. Il y a des intervenants à l'écoute qui vont nous donner des pistes de solutions là, importantes à ce niveau. Et la ligne de soutien à la COVID-19 qui apparaît également à ce niveau. Voilà. Les deux prochaines questions qu'on demande à nos participants de compléter Oui. à la fin de chacun des webinaires. Donc, ils pourront le faire pendant que tu présentes la prochaine diapositive. Je vais rallumer ma caméra. On vous demande de répondre aux prochaines questions sondage. Votre niveau de satisfaction par rapport, non pas à ma présentation, mais à la plateforme Demio, l'espèce de logiciel qu'on utilise pour vous présenter ces webinaires. Et la prochaine question sera également, est-ce que je peux mettre en pratique ce que j'ai appris aujourd'hui, en espérant que vous ayez appris quelque chose ou que vous avez accroché à un truc, là, un conseil là, que j'ai véhiculé dans la présentation. Et j'avais aussi deux autres petits handouts ou documents à vous partager. Il s'agit en réalité de deux ouvrages écrits par Sonia Lupien, hein, qui est la grande spécialiste du stress au Québec, là, puis qui a une sommité internationale dans l'étude du stress. Voilà. Et c'est ces deux livres à Sonia Lupien, dont un est paru assez récemment. Là. Et puis, les gens peuvent aller aussi sur le site web, justement, là, du centre de stress de oui, Sonia absolument, Lupien. le centre d'études sur le stress humain. Oui, puis il y a des
des petits vidéos vraiment intéressants de Sonia Lupien. Oui, C'est un très bon site. Beaucoup d'informations, très, très, très intéressantes. oui, tout à fait. Voilà, le lien pour s'inscrire la semaine prochaine, il apparaît sur cette dernière diapo. Est-ce que vous le voyez? Oui, Date et heure, le absolument. 2 juillet à 10 heures, Oui, et pour s'y inscrire. absolument. Ça va compléter notre série de stress à ce combat. Déjà, ça a passé vite, hein? Ça aura passé Ben vite. oui. Ben oui. Puis c'est avec l'été qui commence, là, les gens vont pouvoir mettre en pratique tous tes bons conseils, Carl. Alors, si vous avez des questions, si vous avez là, OK, on ne peut pas cliquer le lien. Ah, donc il faudra, On ne peut pas cliquer le on lien. peut pas cliquer le lien. Donc, est-ce qu'on peut le mettre dans le OK, chat? je vais le faire. Oui, ben, je vais vous le donner. C'est parce il faut faire un download. Je ne sais pas si maintenant les gens, si ça va. Moi, j'arrive à les cliquer. Il faut juste faire le download. Là, Ce que je peux pour faire, c'est pouvoir. l'envoyer par courriel aux gens qui ont participé aussi. Là, Oui, j'ai leur adresse absolument. courriel. Oui. Fait Mais que je tu vais vois, je faire vois des déjà envois que. personnalisés là, pour pas qu'on sache qui Mhm. était présent aujourd'hui. Là, on veut que ce soit anonyme, on veut que ce soit Ouais. confidentiel. Mais je vous remercie chaudement d'avoir été là, d'avoir été intéressé là, et intrigué par ce qu'on avait à vous présenter, moi et Marie-France. On poursuit le travail la semaine prochaine. C'est Oui. toujours sympathique de vous avoir en ligne, même si on n'arrive pas à vous voir. Moi, j'aime beaucoup voir le monde, interagir avec eux. Normalement, quand je fais des classes, j'ai beaucoup d'interactions. C'est une limitation qu'on a par rapport à ce Ouais, contexte c'est des une autre webinaires façon en de ligne, faire. là, mais on arrive quand même La à nouvelle façon, hein, Carl? avoir du plaisir. Ouais, la nouvelle façon de faire. Ah, merci Maxime. Maxime vient de mettre le lien d'inscription dans le chat. Merci, Max. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, vous pouvez toujours nous rejoindre par courriel, vous savez, Marie-France Brunel, Promo Santé, et Carl Kouakou, Promo Santé. On est facile à localiser dans le système Outlook. Ouais. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Un bon week-end. Et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Merci. Bye bye tout le monde. Bye, Carl. Bye Marie.